Donc dans cette deuxième vidéo, j'aimerais vous donner quelques pistes de réflexion sur Théophraste et Plutarque. Parce que c'est avec ces deux auteurs que la réflexion sur l'animal va prendre pour la première fois dans l'histoire de la philosophie un tour véritablement éthique et politique. Au-delà de la simple question du végétarisme ou de la critique de la pratique des sacrifices, comme on peut trouver chez Pythagore ou chez Ovide, ces deux auteurs vont chercher à donner droit de cité aux animaux. Et c'est principalement, exclusivement même, avec le stoïcisme qu'ils vont polémiquer et dialoguer. Parce que, plus que l'aristotélisme, c'est le stoïcisme dans la philosophie antique qui incarne cette arrogance et ce privilège illégitime que l'homme s'attribue dans le cosmos et qui lui permet de domestiquer et de dominer la vie animale. Donc ces deux auteurs vont reprendre les concepts principaux du stoïcisme, l'appropriation ou encore la sollicitude, l'oikeiosis et la philanthropia, pour les travailler dans un sens nouveau et original. Donc tout d'abord, Théophraste. Donc Théophraste, qui vit entre le 4e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, est un élève d'Aristote, qui prendra d'ailleurs la direction du lycée, et qui, en bon disciple d'Aristote, étudie principalement les sciences naturelles et plus spécifiquement la botanique. Théophraste va, dans les deux textes que je vous ai sélectionnés, revenir tout d'abord sur l'opposition mise en avant par les stoïciens et reprise ensuite en chœur par l'ensemble de la pensée grecque entre une humanité qui détiendrait une forme de logos et une animalité dépourvue de logos. Dans le texte numéro 4 que je vais lire, Théophraste dresse un parallèle entre les hommes et les bêtes qui montre que la vraie frontière ne passe pas entre ceux qui ont le logos et ceux qui en sont dépourvus, mais entre ceux qui sont nuisibles, aux hommes comme aux bêtes, ceux qui sont malfaisants ou méchants, et ceux qui sont bénéfiques. Je lis le texte. Bien qu'une oikeiosis, écrivait Théophraste, nous unissent aux autres hommes, donc là encore, on a accès à la pensée de Théophraste grâce au texte de Porphyre qui, dans son manuel intitulé, dans son essai intitulé De l'abstinence, fait une sorte de synthèse de tous les argumentaires végétariens, anti-alimentation carnée et anti-sacrifice que l'on connaît dans l'Antiquité. Donc c'est comme ça c'est une mine en fait ce texte pour avoir accès à la pensée de certains auteurs qui n'ont rien écrit. Bien qu'une oikeiosis, écrivait Théophraste, nous unisse aux autres hommes, nous sommes d'avis qu'il faut détruire et punir tous ceux qui sont malfaisants, et qu'une sorte d'impulsion de leur nature particulière et de leur méchanceté semble entraîner à nuire à ceux qu'ils rencontrent. Et bien de la même façon, on a peut-être le droit de supprimer, parmi les animaux privés de raison, ceux qui sont par nature injustes et malfaisants, et que leur nature pousse à nuire à ceux qui les approchent. Mais parmi les autres animaux, certains ne commettent pas d'injustice, leur nature ne les pousse pas à nuire. Cela, il est à coup sûr injuste de les détruire et de les tuer, tout comme il est injuste de le faire aux hommes qui sont comme eux. Voilà qui semble révéler qu'il n'y a pas qu'une forme de droit entre nous et les autres animaux, puisque parmi ces derniers, les uns sont nuisibles et malfaisants par nature, et les autres non, tout comme parmi les hommes. Voilà. Donc, il reprend ce concept d'oikeiosis, d'appropriation, mais il montre que cette appropriation ne se fonde pas sur le logos. Parce que cette appropriation interhumaine ne nous empêche pas de punir et de nous séparer de ceux qui ne la respectent pas et de ceux qui restent éloignés de la sagesse. Il devrait en être de même avec le règne animal qu'on ne doit pas traiter d'un bloc sans discernement. Il faut bien faire la différence entre les animaux qui pratiquent quelque part la justice, qui ne commettent pas d'injustice, dont la nature ne les pousse pas à nuire, et les animaux nuisibles ou malfaisants.
Voilà. Nos interactions avec les animaux devraient être régulées par leur propre comportement. Et donc, nos interactions, homme-animal, sont marquées d'une certaine manière, pour Théophraste, du sceau de la réciprocité. Nos comportements vis-à-vis d'eux dépendent avant tout de leur propre nature, de leur propre comportement et réaction, et non de l'absence en eux d'un logos. Voilà. Alors, vous voyez, il y a les prémices d'un droit des animaux qui se met en place. Mais c'est dans le texte suivant, que, cité encore une fois par Porphyre, que Théophraste va aller plus loin et se montrer, je trouve, beaucoup plus pertinent. Parce qu'il va critiquer le sens limitatif de l'oikiosis stoïcienne. On le sait, j'ai insisté sur ce point au début de ce cours, il y a une corrélation très nette entre l'élargissement de la philanthropia à l'ensemble de l'humanité chez les stoïciens et l'exclusion des êtres privés de raison de cette même philanthropia. L'animal devient, avec les stoïciens, le véritable étranger. Voilà. Le stoïcisme a le mérite de faire sauter quelque part l'opposition traditionnelle du grec et du barbare, mais cette opposition-là, finalement, ne fait que se déplacer pour devenir une opposition entre le genre humain et le genre animal. Voilà. Eh bien, Théophraste, dans ce texte, va aller, vous allez voir, plus loin et proposer un élargissement ultime, en fait, de cette philanthropia, qui supposera, on va le voir, une modification profonde de son fondement et de son sens. Donc je lis ce texte, le deuxième extrait, numéro 4. Voici l'argumentation de Théophraste. Les enfants issus de la même origine, c'est-à-dire des mêmes pères et mères, sont, disons-nous, apparentés par nature les uns aux autres. Et en outre, nous disons que les descendants des mêmes grands-parents sont apparentés les uns aux autres, tout comme les citoyens d'une cité le sont par la communauté de la terre et de leurs relations mutuelles. Car pour ceux-ci, nous ne jugeons plus que c'est le fait d'être issus les uns des autres des mêmes parents qui les apparentent entre eux, sauf dans le cas où leur race a pour fondateur des premiers ancêtres communs ou descendants des mêmes parents. C'est ainsi, je pense, que nous disons également d'un grec vis-à-vis d'un autre grec, d'un barbare vis-à-vis d'un autre barbare, de tous les hommes vis-à-vis des autres qu'ils sont parents de la même race pour l'une de ces deux raisons, soit pour avoir les mêmes ancêtres, soit pour avoir en commun la nourriture, les mœurs et la même race. Pareillement, nous posons que tous les hommes, mais aussi tous les animaux, sont de la même race parce que les principes de leur corps sont par nature les mêmes. En parlant ainsi, je ne me réfère pas aux premiers éléments, car les plantes en proviennent aussi, mais je pense à la peau, aux chairs et à ce genre d'humeur inhérente aux animaux, et beaucoup plus encore parce que l'âme qui est en eux n'est pas différente par nature, sous le rapport des appétits, des mouvements de colère, des raisonnements aussi, et par-dessus tout des sensations. Mais comme pour le corps, certains animaux ont de même l'âme parfaite, tandis que pour d'autres, elle l'est moins. Pour tous, cependant, les principes sont par nature les mêmes. La parenté des affections le montre aussi. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Théophraste reprend le mouvement centrifuge de l'appropriation déjà perceptible chez les stoïciens. La parenté, on est d'abord approprié, on a une affinité naturelle avec nos parents, la citoyenneté avec nos concitoyens au sein d'une même cité, et puis l'humanité. Voilà. Sauf que Théophraste ajoute une dernière strate, nous sommes aussi appropriés au règne animal. Il fait reculer la frontière de l'appropriation et de la philanthropie au-delà des barrières ethniques. Alors ça, c'est pas original, les stoïciens l'ont fait, mais aussi au-delà des barrières spécifiques. Dans nos termes contemporains, nous dirions que d'un même mouvement, il combat le racisme et le spécisme en fondant une philanthropie véritablement universelle. Mais ce qui est intéressant,
c'est de se pencher un petit peu sur le schéma moteur de ces extensions successives. J'ai mis en gras dans le texte, vous ferez attention, les raisons qui fondent à chaque étape cette appropriation, cette convenance entre les êtres. Et ce qu'il faut bien souligner, c'est que ce schéma moteur n'est absolument pas le mouvement, le prolongement du mouvement stoïcien. Car le fondement ou le critère qui justifie l'appropriation des êtres est à chaque fois différent. Vous voyez, si on revient à son argumentation et qu'on relève les différentes manières qu'il a de justifier l'apparentement entre les êtres, on va trouver un premier critère qui est, comme les stoïciens, la famille. D'accord ? Premier fondement du rapprochement entre le premier cercle d'êtres, la famille, c'est la génération, c'est la parenté. C'est-à-dire que c'est un lien très fort qui est un lien naturel. Mais si on avance dans le texte, on trouvera que cet apparentement s'étend au-delà de la famille à la cité. Au-delà justement de la loi de la famille qui est défendue par Antigone, il y a la loi de la cité qui est défendue par Créon. Et qu'est-ce qui nous relie, habitants d'une même cité ? Eh bien, c'est ce que nous avons en commun, la terre. Et les relations mutuelles, peut-être des relations justement de droit, les relations établies par la loi. Vous voyez, ce que nous avons de commun, c'est cette terre. Donc le lien est plus faible, le lien est extérieur à nous. Ce n'est pas le lien naturel du sang et de la génération. Si on continue, qu'est-ce qui me rapproche non seulement de l'athénien, mais du grec et du barbare? Eh bien, c'est, nous dit le texte, d'avoir en commun la nourriture, les mœurs ou encore la même race. Voilà. Là, le rapprochement, le fondement qui opère qui permet le rapprochement est plus large, il est civilisationnel, ce sont des mœurs qui nous rapprochent. Et puis, dernier cercle, le cercle qui fait que nous sommes appropriés à tous les vivants, eh bien ce cercle-là, il peut s'ouvrir au-delà de l'homme sur le fondement de la vie qui fait que nous avons en partage le même corps, la même chair, nous avons une peau, nous sommes des vivants affectés par les mêmes affects, les mêmes passions, nous dit le texte, les mêmes affections. Voilà. Et c'est cela qui doit nous conduire à élargir le cercle de l'appropriation. Voilà. Alors ce qui est original, c'est deux choses. C'est qu'il n'est jamais question, dans ce texte, de logos. Or, vous vous souvenez, c'était le logos qui était au fondement de la philanthropie stoïcienne. C'était ce logos chez les stoïciens qui nous rendait coparticipants de la raison universelle. Je reviens rapidement sur cette question importante du privilège que donne à l'homme la possession du logos. L'animal est mu lui aussi par une rationalité, mais ce n'est pas la même que la nôtre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la sienne. Et qu'elle ne pourra jamais, pour l'animal, constituer cette rationalité une source d'obligation. Là, je n'ai pas insisté sur ce point qui est très important. Chaque animal réalise aveuglément l'ordre rationnel universel de la providence. Donc l'animal, d'une certaine manière, est un modèle de rationalité. Un animal peut-il être rationnel ? Oui. Mais cette rationalité lui reste toujours extérieure. L'homme, parce qu'il peut assentir ou refuser la loi, la raison qui s'impose à lui, eh bien, chez l'homme, cette rationalité peut se faire loi juridique et politique. Cette rationalité peut devenir, parce qu'elle est consciente et parce qu'on peut y adhérer volontairement ou la refuser, cette rationalité peut devenir une loi qui nous oblige réciproquement. Parce qu'on la connaît, parce qu'on y consent, parce qu'on y obéit ou qu'on y désobéit. Voilà. Donc,
Ce n'est que pour les hommes, pour les stoïciens, et ce n'est que pour les dieux que la raison universelle qui régit tout le cosmos peut faire autorité comme une loi. Voilà. Et donc avoir conscience de la rationalité qui nous traverse, s'y soumettre volontairement, c'était pour les stoïciens la condition pour être considéré comme un citoyen du monde, uni aux autres par des liens de devoirs et de droits mutuels. Voilà. Eh bien, Théophraste, vous voyez, ne fait jamais mention dans son texte du logos. Ce n'est pas sur ce fondement-là, sur ce fondement rationnel, que les égards que nous devons avoir envers les animaux reposent, mais c'est sur un fondement plus large qui est celui de la vie. Le critère de la vie dans ce texte, je crois, vient détrôner celui du logos. Et vous le savez pour avoir lu Luc Ferry, c'est ce déplacement-là qui sera opéré par l'utilitarisme d'un Jérémie Bentham, par exemple. Jérémie Bentham nous dira qu'il ne faut pas se demander si l'être qu'on a en face de soi est un être doué de raison pour être un sujet de droit ou un objet d'égard. La question n'est pas les animaux sont-ils intelligents, les animaux pensent-ils, mais la question est les animaux souffrent-ils, les animaux sentent-ils. Voilà. Donc, il ne faut pas être doué de raison pour être sujet de droit ou objet d'égard, il suffit d'être un vivant. Voilà. Pourquoi n'y aurait-il aucune injustice envers ceux qui n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas le logos, le pouvoir de pratiquer la justice? Pourquoi? Voilà. Et on voit que ici, Théophraste est le premier à nous montrer que les liens qui nous unissent aux animaux reposent sur ce fondement, sur ce soubassement plus souterrain, mais plus essentiel qu'est la vie. Voilà. Et puis, deuxième remarque ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce texte, c'est que si on reprend un à un les différents fondements de l'appropriation, de l'apparentement entre les êtres, on voit que les critères de similitude sont de plus en plus faibles entre les êtres, et d'ailleurs seraient considérés comme irrecevables par des stoïciens pour fonder une véritable affinité entre les êtres. Vous voyez, on passe d'un lien très fort comme la famille à un lien plus extérieur comme la terre, à des critères comme la nourriture, les mœurs, et puis ensuite la vie. Mais ce que veut nous dire Théophraste, c'est que cette bienveillance que nous devons à nos proches, mais que nous devons aussi à ceux qui sont éloignés, nous la devons à tous ces êtres, non pas parce qu'ils sont identiques à nous, mais aussi parce qu'ils nous sont étrangers. Car pour être lointains, ces êtres ne sont pas totalement étrangers à nous. Cette philanthropie, voyez, théophrastienne n'exige pas, et c'est ça qui est original, l'identité des êtres. Nous n'avons pas seulement des devoirs vis-à-vis de nos égaux. Il n'est pas nécessaire pour faire participer les animaux à la justice humaine, eh bien, les faire participer au logos. Il n'est pas nécessaire de les faire participer au logos pour les considérer. Voilà. La philanthropie stoïcienne, elle s'exerce entre égaux. Nous aimons les autres hommes, non pas par amour de l'altérité, mais précisément par amour de la ressemblance, parce qu'ils sont comme nous, parce qu'ils possèdent ce logos, justement. Nous ne les considérons pas parce qu'ils sont autres. Voilà. Eh bien, c'est l'inverse que nous dit Théophraste. Ce n'est pas parce que les animaux sont comme nous ou proches de nous qu'il nous faut les épargner. Mais c'est parce qu'ils sont lointains, qu'ils ont peut-être une nature différente et qu'ils ne sont pas en mesure d'ailleurs de nous rendre nos bienfaits. Nous avons
parce que nous avons le logos, la responsabilité eh bien, de ces êtres qui n'ont que la vie pour s'exprimer. Cette nouvelle philanthropia étendue à l'animal n'implique pas l'identité des êtres, mais c'est plutôt le mouvement, voyez, du supérieur vers l'inférieur, finalement dont il a la charge et la responsabilité.